L'Europe essaie-t-elle de dissuader la Russie pour éviter une guerre, ou bien cherche-t-elle à la provoquer pour en déclencher une? On pourrait penser que c'est une question absurde à poser. Évidemment, leur objectif, c'est d'empêcher la guerre. C'est le principe même de toute société moderne. Mais quand on regarde les faits concrets, on est obligé de se poser la question. Parce que beaucoup d'actions ne semblent pas correspondre à ce qu'on considérerait comme normal. Ils disent vouloir éviter la guerre, mais certaines décisions donnent une autre impression. Pour essayer de comprendre tout ça et d'examiner les faits le plus honnêtement possible, des deux côtés, nous recevons à nouveau le colonel Jacques Beau, ancien membre du service de renseignement stratégique suisse et ancien officier de l'OTAN. Jacques, comme toujours, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Bon, écoutez, parlons-en, parce qu'il y a vraiment des choses étranges. D'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose paru hier dans le Wall Street Journal. Il disait que l'Europe commence à penser que Poutine pourrait étendre la guerre au-delà de l'Ukraine. Donc tout à coup, comme ça, sans prévenir, quelle surprise. Peut-être que la Russie, sans raison apparente, va maintenant étendre la guerre en Europe. Vous allez voir pourquoi certaines de ces déclarations ne sont pas totalement dénuées de fondement, parce que les Russes ont fait certaines déclarations ces derniers temps. Commençons d'abord par Kiev. Ces derniers jours, la Russie affirme qu'à cause d'une frappe à Luhansk, dans la zone de l'Est de l'Ukraine qu'elle contrôle, l'Ukraine aurait touché un dortoir et tué plusieurs enfants. Moscou dit que c'est la goutte d'eau, que cette fois c'est fini, et qu'elle va lancer de très grosses frappes à l'intérieur même de Kiev. Ils ont publié des avertissements disant que tous les diplomates doivent partir immédiatement. Apparemment, quelque chose pourrait se produire. Alors, commençons par ça. Que pensez-vous de ces accusations de la Russie? Et pourquoi la Russie parle-t-elle maintenant de frapper aussi fort dans la ville de Kiev? Eh bien, je pense qu'il est très important de comprendre que la frappe sur Kiev était une réaction, une réponse à quelque chose. Ce quelque chose, comme vous venez de le rappeler, c'était une attaque contre l'école de Starobilsk, ou plutôt le dortoir d'une école, un lycée ou quelque chose de ce genre, qui a tué une vingtaine, peut-être un peu plus, de nos enfants. Le problème, c'est qu'en Europe, personne ne parle de l'attaque de Starobilsk. Du coup, les gens ont l'impression que les Russes ont lancé une nouvelle opération sur Kiev comme ça, sans raison, alors que les Russes ont clairement dit que c'était une réponse à cet événement. Maintenant, il faut replacer tout ça dans son contexte. Il faut revenir un peu en arrière. J'ai écrit un livre l'an dernier, Guerre secrète en Ukraine, qui expliquait le rôle des opérations clandestines et des opérations spéciales menées depuis l'Ukraine, des deux côtés, mais surtout de l'Ukraine en Russie. Et vous vous souvenez peut-être ou pas qu'au début de 2024 et même à la fin de 2023, Kirilo Budanov, qui était le chef du renseignement militaire, l'équivalent de la DIA aux États-Unis, est aujourd'hui le chef de cabinet de Zelensky. Mais en 2024, il a déclaré qu'au vu de la situation sur le terrain, l'Ukraine devrait recourir à une guerre asymétrique. Et cette décision aurait été prise aux États-Unis par des officiers du renseignement ukrainien dans la région de Langley, dans une annexe de la CIA, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, une nouvelle stratégie a clairement été mise en place au début de l'année 2024, visant à frapper la population civile en Russie, et je veux dire, dans les zones où se trouvent les Russes. On peut appeler ça les territoires ukrainiens occupés par la Russie, mais aussi la zone frontalière russe. Et bien sûr, les grandes villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou.
Et vous vous souvenez peut-être de l'incident du Crocus, cet attentat qui a visé la discothèque et fait des dizaines de morts. D'ailleurs, le procureur général de Russie a lancé une enquête, non seulement contre l'Ukraine, évidemment, mais aussi contre la France. Cela montrait qu'il y avait des indices d'une implication de puissances étrangères dans cet attentat terroriste, clairement. Et tout cela faisait partie de cette nouvelle stratégie de l'Ukraine, qui visait à créer un sentiment d'insécurité à l'intérieur de la Russie. Et à partir de cette insécurité, à provoquer des perturbations dans le système économique, et peut-être, à terme, une rébellion ou un coup d'État ou quelque chose de ce genre dans le système politique. Nous sommes donc dans ce type de schéma, et c'est pour ça que la Russie a réagi aussi fortement. Ce n'est pas seulement à cause de ses 21 enfants, même si cela a évidemment son importance, mais c'est bien plus large que ça. C'est toute une stratégie, actuellement mise en œuvre par les Ukrainiens, en accord avec les pays occidentaux, y compris l'Europe. Nous sommes donc dans une situation très dangereuse, parce qu'on voit qu'il y a provocation. Et à cette provocation, on peut ajouter toute la question de ces drones qui utilisent l'espace aérien estonien et letton pour attaquer la Russie. En avril déjà, des drones ukrainiens avaient utilisé l'espace aérien polonais et lituanien pour frapper la Russie. Mais la Lituanie et la Pologne ont depuis mis en garde l'Ukraine contre l'usage de leur espace aérien. En revanche, la Lettonie et l'Estonie ne l'ont pas fait. En réalité, elles ont même restreint les vols dans leur ciel pour permettre à ces drones de passer. On est donc dans une situation où tout le monde comprend que la situation sur le terrain ne joue pas en faveur de l'Ukraine. On le voit clairement à travers ce qui se passe à Konstantinovka, dans la région de Zaporojie, à Soumy et ailleurs. Même s'il y a des difficultés, la situation reste malgré tout à l'avantage de la Russie. Et surtout, dans la région de Soumy, qui est proche de Kiev, c'est une source d'inquiétude pour l'Ukraine, pour Zelensky bien sûr, mais aussi pour les Européens. C'est pour cette raison qu'ils font à peu près la même chose que ce qu'on voit au Moyen-Orient avec Israël. Ils essayent d'entraîner l'armée européenne et les États-Unis dans une guerre plus large. Ils voient la solution à cette situation complexe dans un conflit d'ampleur plus grande. Et c'est aussi très intéressant de noter que récemment, le chef d'état-major belge, le général Frédéric Van Zandt, a déclaré que l'Europe se prépare à une guerre en 2030 et que l'Ukraine fait aujourd'hui le sacrifice nécessaire pour retarder les Russes afin de permettre aux Européens d'affronter la Russie en 2030. Cette déclaration a d'ailleurs été reprise dans un document officiel du Parlement belge. Nous sommes donc dans une situation où les Européens n'ont aucune stratégie pour résoudre le problème par la voie diplomatique. Et d'ailleurs, cela a été reconnu par Kaja Kallas, la soi-disant ministre des Affaires étrangères. Je dis « soi-disant » parce qu'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères dans l'Union européenne. Il s'agit du haut représentant pour les affaires extérieures et la politique de sécurité de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas de stratégie. En réalité, ils ne veulent pas parler à la Russie. Donc forcément, ils n'ont pas de stratégie pour parler à la Russie. La seule stratégie, c'est d'affronter la Russie. Parce que, comme l'a dit Kaja Kallas elle-même le 20 novembre 2025, l'Europe a un plan en 2 points pour résoudre la crise. Premier point, affaiblir la Russie. Deuxième point, soutenir l'Ukraine. Voilà où ils en sont. En fait, vous avez dit que c'est ce qu'elle avait déclaré en novembre. Laissez-moi vous montrer ce qu'elle a dit plus tôt aujourd'hui. Et faites attention à ce que vous n'allez pas l'entendre dire ici. Rien sur la diplomatie.
C'est ce que fait la Russie, parce qu'elle ne progresse pas vraiment sur le champ de bataille. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est intensifier les attaques terroristes, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça autrement. Ils cherchent à semer la peur dans la société. Ça fait 4 ans que ça ne marche pas, et je ne pense pas que ça marchera cette fois non plus. Et puis, ce qu'on a entendu d'Ukraine hier, c'est que toutes les ambassades sont restées, sauf une. Ça demande aussi du courage de la part de ces ambassades. Mais oui, tous les États européens et les Américains sont partis. Oui, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi elle a dit cette dernière partie. Parce que les États-Unis affirment que non, on n'est pas parti. Donc apparemment, personne n'est parti. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Mais revenons à ce qu'elle a dit juste avant. Non seulement on ne parle pas à la Russie pour dire « Hey, discutons, essayons d'éviter que ça s'envenime, surtout au-delà des frontières de l'Ukraine. » Mais en plus, elle vient de dire que tout ce que la Russie a fait, c'est un acte terroriste, en ignorant ce qui vient de se passer à Starobilsk, comme tu viens de le rappeler. C'est exactement là que se trouve le problème. On a une compréhension très partielle de la situation en Ukraine. Et ce qu'elle vient de dire d'ailleurs, en affirmant que les Russes sont en difficulté parce qu'ils ne gagnent pas de terrain en Ukraine, c'est aussi une mauvaise lecture de ce que les Russes cherchent réellement à faire. Depuis le tout début, tout le récit occidental repose sur l'idée que la Russie voulait s'emparer de l'ensemble du territoire ukrainien. Et on a vu circuler beaucoup de théories différentes sur la quantité de territoire, sur le type de territoire, et ainsi de suite. Je ne veux pas entrer dans ces détails, mais cette dimension territoriale du conflit, c'est vraiment l'élément central du récit européen. Alors, si vous avez écouté, et encore une fois, il faut revenir au 24 février 2022, Vladimir Poutine a dit qu'il voulait démilitariser et dénazifier la menace qui pesait sur la population du Donbass, ou plus largement sur la population russe en Ukraine. C'était son expression. Donc, dénazifier, ça veut dire détruire tous ces groupes paramilitaires qui, en réalité, harcelaient la population et ce genre de choses. C'est ça, le sens du mot dénazifier. Et c'est comme ça que ça a été expliqué. Et démilitariser, évidemment, c'est détruire le potentiel militaire ukrainien qui menaçait la population du Donbass à ce moment-là. En somme, ce que Vladimir Poutine disait, c'est qu'il ne cherchait pas à obtenir des gains territoriaux, mais à détruire des forces. Il voulait retrouver un potentiel face au potentiel ukrainien, pas contre le territoire ukrainien. C'est vraiment essentiel de le comprendre. Et ça renvoie directement à la manière dont la Russie conçoit la guerre, une approche inspirée de Clausewitz. Pour Clausewitz, l'objectif ultime de la guerre, c'est de détruire le potentiel de l'ennemi, pas de prendre son territoire. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et d'ailleurs, cela a été clairement souligné en octobre 2022 par le commandant en chef des forces russes en Ukraine. À ce moment-là, il a déclaré « Nous ne menons pas de grandes opérations en profondeur sur le territoire ukrainien. Nous attendons l'ennemi qui avance et nous le détruirons de manière systématique. » Alors, une question ici, parce que beaucoup de gens en Occident disent « Bon, c'est peut-être son espoir, mais ça ne se voit pas, et ils n'ont pas réussi. » Parce que, enfin, vous disiez que c'était en octobre 2022, et pourtant, nous voilà en mai, presque juin 2024, et les lignes n'ont pas beaucoup bougé. Le camp ukrainien arrive toujours à remplacer toutes ses pertes. La Russie, est-ce que cette stratégie va vraiment fonctionner? Eh bien, la différence, le problème, c'est que quand on parle de territoire,
on peut évidemment regarder des photos satellites. Il y a plein de sites de cartographie et d'outils en ligne qui montrent très clairement quels sont les gains des deux camps. C'est facile à vérifier, si on veut. Mais quand on parle de potentiel, là c'est autre chose. Ça veut dire qu'on détruit des soldats, du matériel, tout ça. Et comment peut-on vérifier ça? Surtout que les Russes ne publient pas leurs pertes, et les Ukrainiens non plus. Donc au final, on est obligé de se baser sur des estimations pour essayer de comprendre l'ampleur réelle des gains russes. Et encore une fois, nous en sommes là. Si on regarde ce projet, Mediazona, c'est un média d'opposition basé dans les pays baltes, opposé à la Russie. Et la BBC britannique, ils font une sorte de comptage à partir de ce qu'ils peuvent recueillir sur les réseaux sociaux. En gros, ils établissent un décompte des morts, si on veut, à partir des informations qu'ils trouvent en ligne. Je ne connais pas le chiffre exact à ce stade, mais c'est probablement autour de 260 000 morts côté russe. Encore une fois, je ne suis pas en mesure de dire si leur méthode de calcul ou leur estimation est précise, mais au moins, il y a une méthodologie. Au moins ça. Ce ne sont pas juste des chiffres tombés du ciel. Il y a une méthodologie. Admettons qu'elle soit correcte, qu'elle tienne la route. Ça voudrait dire que la Russie aurait, comme je l'ai dit, environ 205 000 pertes des morts. Pour l'Ukraine, il n'y a absolument rien. Il y a eu quelques projets au tout début du conflit, mais le gouvernement ukrainien les a rapidement fermés. Il en reste encore un qui fonctionne un peu comme Mediazona. Je ne suis pas sûr de la méthodologie, mais c'est assez proche de ce que fait Mediazona. Je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais on parle d'environ 1 million de pertes. C'est un site ukrainien, pas un site russe. Un site ukrainien. Et pour ceux qui veulent aller voir, c'est wartears.org. Et ces recherches s'appuient aussi sur l'utilisation d'algorithmes et d'autres outils de ce genre. Donc, si on part du principe que ces chiffres sont corrects, et encore une fois, je n'ai pas le chiffre exact, je n'ai pas vérifié récemment, on devrait être à peu près dans cet ordre de grandeur. On aurait un ratio de perte d'environ 1 pour 4 en faveur de la Russie. Autrement dit, la Russie aurait environ un quart, soit 25% des pertes de l'Ukraine. D'ailleurs, cela a aussi été confirmé. Il y a eu d'autres projets qui ont essayé d'estimer le nombre de victimes à partir des cimetières militaires en Ukraine. Ces projets ont également été interrompus, mais apparemment les Ukrainiens subiraient beaucoup plus de pertes que les Russes. Laissez-moi vous poser une question, parce qu'on a l'impression que plusieurs groupes commencent à perdre patience avec tout ça, en Russie, en Ukraine et même en Europe. On dirait que beaucoup de responsables se disent « Bon, accélérons un peu les choses, parce que si c'est juste une guerre d'usure basée sur le nombre de morts, le rapport pourrait bien être de 4 contre 1 en faveur de la Russie. Mais ça fait plus de 4 ans maintenant, et on a l'impression que ça pourrait encore durer plusieurs années. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, dans aucun de ces camps, soient prêts à continuer comme ça. On dirait que les choses commencent à s'accélérer. Laissez-moi juste souligner 2 ou 3 points. Alors ici, on a vu ce titre, je cite, « Des drones ukrainiens égarés attisent les tensions sur le flanc est de l'OTAN », après que des drones ukrainiens ont pénétré dans l'espace aérien des pays baltes. Et puis sur PBS News, on pouvait lire « Le flanc balte de l'OTAN, pris entre les drones ukrainiens et les cibles russes ». Je crois d'ailleurs que Dmitry Peskov a été interrogé là-dessus il y a quelques jours, à propos de tous ces drones venant des pays baltes et entrant en Russie. Voici ce qu'il a répondu.
Que fait la Lituanie en ce moment, avec son ministre des Affaires étrangères qui tient des propos laissant entendre qu'il pourrait attaquer Kaliningrad? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Et comment faut-il évaluer de telles déclarations? Eh bien, cette déclaration frôle la folie. Je ne pense pas qu'il faille la prendre au sérieux. C'est plutôt le signe à quel point ces politiciens sont imprudents. En d'autres termes, ils sont tellement imprudents qu'ils sont à peine capables de prendre des décisions réfléchies ou intelligentes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'ils croient vraiment que s'ils déclenchent quelque chose, l'OTAN viendra aussitôt à leur secours? Pourquoi une telle agressivité? Ce sont de petits États avec de petites armées. Vous savez, malheureusement, les pays baltes sont profondément, presque obsessionnellement anti-russes. Leur hostilité envers la Russie est obsessionnelle. Et cette attitude anti-russe brouille leur jugement, les empêche de penser à l'avenir et d'agir dans leur propre intérêt. Désolé, j'ai un peu mélangé plusieurs choses. Ces drones traversent la zone et en même temps, le ministre lituanien des Affaires étrangères a suggéré que peut-être l'OTAN devrait attaquer Kaliningrad. Alors j'aimerais que vous nous parliez de ces deux points, parce que ça semble beaucoup plus offensif, à la fois dans l'utilisation de l'espace aérien de l'OTAN et même dans l'idée de détruire Kaliningrad. Eh bien, on peut ajouter la Finlande et la Suède. Et récemment, le ministre de la Défense suédois a même déclaré que l'OTAN devrait aider les drones ukrainiens à atteindre Saint-Pétersbourg. Donc, ce ne sont pas seulement les États baltes, ce sont littéralement tous les pays nordiques et les États baltes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas nouveau en fait. Les drones utilisent déjà le territoire polonais, lituanien et balte pour atteindre la Russie. Mais le problème est devenu évident, ou disons que les conséquences sont devenues évidentes, juste après l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, quand l'Iran a répliqué en attaquant les pays du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les pays arabes du Golfe. Et il y a eu un débat en Europe à propos de l'Iran, parce que certains disaient, bon, ils ont été attaqués par les États-Unis, mais l'Iran a aussi attaqué des pays innocents, comme le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, et ainsi de suite. Mais en réalité, certains ont compris que l'Iran avait parfaitement le droit de répondre à ces attaques contre les pays arabes. Parce que quand on permet à une partie d'un conflit d'utiliser ses installations, son espace aérien, son port ou quoi que ce soit d'autre pour mener une opération militaire, eh bien, cela fait de vous un agresseur. Et ça, c'est clairement défini dans le droit international, dans la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en décembre 1974. Cette résolution précise tous les critères de l'agression et définit qui peut être considéré comme un agresseur. Et quand cela est devenu évident, ça a provoqué une sorte d'inquiétude, voire presque de panique en Europe. C'est pour cette raison que la Pologne et la Lituanie ont réagi en disant à l'Ukraine « Arrêtez d'utiliser notre territoire », parce que cela signifie que ces pays peuvent être considérés comme des agresseurs. Et cela concerne aussi les deux autres États baltes, à savoir la Lettonie et l'Estonie, mais également la Finlande, puisque la Finlande a elle aussi autorisé des drones ukrainiens à pénétrer sur son territoire. Aujourd'hui, ils essaient de se justifier, et c'est pour ça que Kaja Kallas a parlé de terrorisme. Selon la version officielle, ces drones auraient en réalité été détournés vers les États baltes par les systèmes de guerre électroniques russes. Mais la réalité, c'est que pour faire une chose pareille, enfin, on peut perturber la trajectoire d'un drone, mais on ne peut pas en prendre le contrôle. Ou alors, c'est extrêmement complexe de prendre le contrôle de chaque drone individuellement.
On peut faire en sorte que le drone devienne incontrôlable, et comme il est hors de contrôle, il s'écrase. C'est ce qui se passe dans certaines zones du champ de bataille en Ukraine. Il y a des unités, des compagnies, voire des chars. Certains chars sont équipés de dispositifs de guerre électroniques qui brouillent le système de guidage des drones. Et du coup, le drone s'écrase. Il ne peut plus viser ni atteindre sa cible. Il part n'importe où. Bien sûr, ça ne marche pas contre les drones guidés par fibre optique. C'est pour ça que personne n'en parle. Mais quand on parle de drones à longue portée, ceux qui sont utilisés au-dessus des territoires des pays baltes et ailleurs, évidemment, il n'y a pas de fibre optique là-bas. Ces drones sont soit guidés par GPS, soit par intelligence artificielle, ou encore par des logiciels de cartographie et d'autres systèmes du même genre. On peut les perturber, oui, mais on ne peut pas en prendre le contrôle. Alors, l'idée que la Russie puisse prendre le contrôle d'un drone pour le rediriger contre une cible en Estonie, comme cela se serait produit en Lettonie, je crois que c'était près d'une raffinerie de pétrole, juste à la frontière. C'est tout simplement absurde. Mais le fait est qu'il y a eu des crashs, et c'est très facile d'expliquer ça en disant que c'est la faute des Russes. D'ailleurs, au début, les Lettons et les Estoniens ont dit « Bon, ce sont des drones ukrainiens ». Mais ils ont quand même ajouté que c'était la faute des Russes, puisque ce sont eux qui ont attaqué l'Ukraine. Alors, laissez-moi vous poser une question. D'après ce que vous comprenez, en parlant avec vos collègues ou vos contacts en Europe, quel est le raisonnement derrière tout ça? Quelle est l'intention réelle? Parce qu'il est évident que personne ne peut sérieusement penser qu'en grattant un peu à la marge, en titillant la Russie par petites touches, on va la pousser à se retirer, à quitter la guerre en Ukraine, à revenir à ses frontières et à céder ce qu'elle veut. Franchement, ils ne peuvent pas croire que ça va se produire. Parce que, du point de vue russe, voilà ce qu'ils voient. Ce ne sont que quelques titres parus ces derniers mois. Le général allemand prépare son pays à la guerre contre la Russie. L'horloge tourne. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dit que la Russie pourrait attaquer l'Alliance d'ici 5 ans. Puis il a précisé, dans 3 ans, nous devons être prêts. Un général français provoque un tollé en avertissant du risque de perdre des enfants français dans un éventuel conflit. Le chef de l'armée britannique, lui aussi, appelle le Royaume-Uni à se préparer à la menace russe. Partout, on parle d'une guerre avec la Russie. Personne ne parle de diplomatie, de détente ou de quoi que ce soit de ce genre. Alors qu'est-ce que le camp européen cherche vraiment à accomplir avec tout ça? Eh bien, c'est un problème à plusieurs niveaux. Un aspect important, c'est la crise au sein de l'OTAN. Et cette crise est liée à ce qu'on vit de part et d'autre de l'Atlantique sur la question du partage des charges. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet que Trump a inventé. J'en entends parler depuis environ 40 ans. On en discutait déjà dans les années 70 et tout ça. Le partage des charges entre les États-Unis et les alliés européens a toujours été un sujet de tension. Aujourd'hui, Trump a fixé une sorte d'échéance en mettant la pression sur les Européens pour qu'ils augmentent leurs dépenses de défense et ce genre de choses. Et bien sûr, en parallèle, il y a ces décisions de retirer certaines unités pour se recentrer ailleurs. D'ailleurs, cela a été annoncé par Pete Hegseth en février 2025 lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Il a parlé avec les alliés de l'OTAN et a expliqué qu'il y aurait un partage des tâches d'un point de vue stratégique. En gros, les Européens doivent s'occuper de ce qui se passe sur le continent européen, pendant que les États-Unis se concentrent sur la zone Pacifique-Chine. Ce qui voulait dire, en pratique, que les États-Unis allaient réduire leur présence militaire en Europe et renforcer leur présence en Extrême-Orient. Voilà, c'était ça, en résumé l'idée. Le problème,
c'est que les Européens n'ont pas pris cette annonce très au sérieux à l'époque. Et quand les Américains ont commencé à diminuer leurs investissements, si je peux dire ça comme ça, puisqu'ils finançaient le conflit en Ukraine, ils ont réduit les livraisons d'armes pour pouvoir donner la priorité à d'autres théâtres, y compris au réapprovisionnement de leur propre stock d'armes. Les Européens ont eu le sentiment d'avoir été un peu abandonnés. Et l'Union européenne a lancé un projet qui s'appelle SAFE. C'est un acronyme. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens plus exactement de ce que signifie SAFE, S-A-F-E. Mais l'idée, c'est de réarmer l'Europe. L'Union européenne a consacré un budget assez important pour aider les pays, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, à se réarmer et à reconstruire, en quelque sorte. Il est une sorte de deuxième OTAN européenne, si vous voulez, mais sans les États-Unis. Le problème, c'est que dans beaucoup de pays, oui, réarmer l'Europe, ça paraît bien, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres priorités. L'Allemagne et la France sont en train de se désindustrialiser. Leurs dettes augmentent toutes les deux. Donc on voit bien qu'il y a d'autres priorités. Et selon moi, pour pousser les pays européens à accepter l'idée de se réarmer, même si ce ne devrait pas être la priorité numéro 1, il faut, disons, noircir un peu le tableau et présenter une menace très claire venant de la Russie. Mais ça entre en contradiction avec ce qu'on entend en Europe, à savoir que l'armée russe est faible, puisqu'elle n'arrive pas à avancer. Les Ukrainiens sont bien plus forts, parce que si on regarde la carte, les Russes n'ont pas réussi, en 1000 jours, à gagner plus d'1% de territoire. Et ce genre de choses, comme je vous l'ai déjà dit, c'est absurde, une absurdité opérationnelle, parce que ce n'est pas l'objectif des Russes de conquérir du territoire. Leur but, c'est de détruire un potentiel. Bref, on dit que les Russes sont incapables de faire avancer leur projet, et en même temps, on affirme que, d'ici 2030, on devrait être prêt à les affronter militairement. Encore une fois, le vrai problème, c'est qu'en Europe, juste après la fin de la guerre froide, le fameux dividende de la paix a conduit la plupart des pays européens à consacrer plus d'argent à Disons que, pour tout ce qui concerne la protection sociale, les dépenses sociales et ce genre de choses, notamment pour financer le chômage, qui est très élevé dans la plupart des pays européens, eh bien, en conséquence, les dépenses militaires ont été réduites de façon drastique. Toutes les armées européennes ont considérablement diminué leur budget, leurs effectifs. Si je prends simplement mon pays, la Suisse, bien sûr, c'est une armée de milices, donc ce n'est sans doute pas exactement ce que vous imaginez aux États-Unis. Bref, au début des années 90, l'armée suisse comptait officiellement environ 800 000 soldats ou militaires. On avait quelque chose comme 1200 chars. C'était une armée énorme pour un pays de cette taille. Et aujourd'hui, on a pratiquement tout démantelé. Il reste à peine 100 000, un peu plus de 100 000 militaires au total. Nous sommes passés de 3 divisions blindées mécanisées à seulement 2, et je dirais même à une seule brigade blindée. Donc on voit bien que la réduction a été drastique. On observe exactement le même mouvement en France, en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs. Et cela a d'ailleurs donné naissance à une autre théorie au sein de l'OTAN. L'idée, c'était que, plutôt que de pouvoir déployer des armées complètes pour défendre l'Europe, on constituerait, en cas de guerre, une sorte d'armée composite, formée de petits contingents, un contingent belge, un contingent néerlandais, un contingent allemand, et ainsi de suite. Et tout cela devait former une défense européenne, ou de l'OTAN si vous préférez. Mais c'était une armée extrêmement réduite. Le concept reposait sur une très petite force, surtout si on compare à ce que l'OTAN pouvait déployer, disons, en 1980. Oui.
Et voilà le problème que j'ai avec tout ça. Même sur le principe, rien n'arrive dans le vide. Il y a toujours un contexte et il y a toujours un autre côté. Donc d'un côté, on a peut-être l'intention européenne de reconstruire, de se réarmer, peu importe. Comme le colonel McGregor l'a écrit dans un livre et l'a expliqué récemment dans l'émission, il faudrait à peu près une décennie d'efforts soutenus pour retrouver quelque chose de vraiment significatif. S'il le voulait vraiment, certainement pas en 3 ans, vu la situation actuelle. Mais de l'autre côté de l'équation, la Russie, elle, se renforce depuis 4 ans et demi, tout en menant cette guerre. Et ce n'est pas seulement concentré sur ce conflit-là. Il faut donc regarder l'équilibre relatif des forces. Et je voudrais passer rapidement à ce que dit le camp russe, parce que eux, ils ne voient pas les choses de manière passive. Voici Naryshkin, le directeur du service de renseignement extérieur en Russie, qui déclare que l'alliance de l'OTAN renforce constamment son potentiel militaire, maintient une forte intensité d'activité de reconnaissance et d'entraînement à la frontière russe, modernise les infrastructures existantes et en crée de nouvelles. Tout ce que vous venez de décrire, en somme. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et selon lui, les tambours de la guerre résonnent aujourd'hui particulièrement fort sur le continent européen. Ainsi, une confrontation avec la Russie serait activement encouragée par le Royaume-Uni et d'autres pays dont il parle. Alors, si on se place dans une perspective de 10 ans et que la Russie, elle dit « Attendez, moi je peux regarder à 10 semaines parce que j'ai déjà quelque chose sur le terrain et vous non », logiquement, l'Europe devrait se dire « Calmons un peu le jeu ». Mais au lieu de ça, on a l'impression qu'ils insistent encore davantage. Vous pouvez expliquer ça? En fait, ça rejoint votre question précédente, à laquelle je n'ai pas vraiment complètement répondu. Vous savez, une politique de sécurité repose sur 2 éléments. Le premier, c'est la politique de défense, votre politique de défense. Le second, c'est la politique étrangère. Et en principe, la politique étrangère doit justement éviter d'en arriver au point où il faut activer la politique de défense, pour dire les choses simplement. C'est ce qu'on avait auparavant. Si je prends l'Union européenne comme exemple, elle a été conçue à l'origine comme une organisation économique et commerciale. Et puis, dans une certaine mesure, après le début des années 90, l'idée était aussi que l'Europe puisse avoir sa propre politique étrangère. Vous vous souvenez peut-être de Lady Ashton, de Josep Borrell, et maintenant de Kaja Kallas, qui ont été, entre guillemets, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. L'idée ici, c'est que l'Union européenne représenterait le volet civil de cette politique de sécurité, tandis que le volet militaire serait géré par l'OTAN. Donc, d'une certaine manière, l'OTAN serait liée à l'Union européenne, dans le sens où elle assurerait la partie défense de cette politique de sécurité. Le problème, c'est que le conflit en Ukraine oppose une puissance nucléaire. Et les États-Unis n'ont pas été très enclins à se retrouver directement confrontés à la Russie. Cela montre bien pourquoi l'OTAN, et c'est pour ça que je pense que l'OTAN n'est pas vraiment adaptée au type de problème que nous rencontrons aujourd'hui en Europe, pose question. À l'origine, l'OTAN a été créée comme une puissance nucléaire. C'est sa raison d'être. Offrir un parapluie nucléaire à ses alliés européens. C'est l'essence même de l'OTAN. Et d'ailleurs, si on écoute ce que Pete Hegseth a dit récemment, on a l'impression que les États-Unis veulent revenir à cette idée de départ. Ça veut dire que nous, on fournit le parapluie nucléaire, mais quand il s'agit d'une guerre non nucléaire, c'est votre problème. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, si je comprends bien, aux États-Unis.
Le problème, c'est qu'en Europe, ils ont tout mélangé. Et Ursula von der Leyen a commencé à construire son propre pilier militaire, si on veut. Mais au lieu de développer ce qu'elle devrait développer, c'est-à-dire le pilier de la politique étrangère, avec une diplomatie solide, efficace, et je dirais même proactive, eh bien, ils ne veulent pas. Parce que, encore une fois, et Kaja Kallas est très connue pour ça en Europe, elle est totalement russophobe. Donc il n'y a aucune chance qu'elle veuille parler à la Russie. Point final. On ne peut pas commencer une politique diplomatique ou une politique étrangère en disant « je ne parle pas aux autres ». C'est une contradiction. Et c'est exactement le problème qu'on a au sein de l'Union européenne, je pense. C'est là que se situe la difficulté. Dans une certaine mesure, il y a plus de rationalité au sein de l'OTAN que dans l'Union européenne. Et ça, je crois que c'est très important à comprendre. On peut critiquer l'OTAN sur beaucoup de points. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'OTAN est une structure qui n'a pas su saisir l'occasion de s'adapter à l'évolution de la géopolitique, surtout sur le continent européen. Mais ça, c'est la cuisine interne de l'OTAN, si on veut. Le vrai problème, c'est qu'à cause de la dimension nucléaire, les États-Unis ne peuvent pas affronter directement la Russie. Et ça, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, y compris pendant la guerre froide d'ailleurs. Je me souviens très bien. À chaque fois, c'était pareil. Quand les États-Unis ont voulu, ou plutôt ont commencé à frapper la Libye, en 1986, si je me souviens bien, les États-Unis, parce qu'il y avait des avions soviétiques à Benghazi et à Tripoli, des bombardiers, des avions de reconnaissance et ce genre de choses, ont prévenu l'Union soviétique avant l'attaque. Comme ça, les Soviétiques ont eu le temps de retirer leurs appareils de Libye pour permettre aux Américains de frapper le pays. Et l'idée derrière tout ça, c'était que les États-Unis avaient leurs propres objectifs, qu'ils aient eu raison ou tort. On peut en débattre, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le point essentiel ici, c'est que les États-Unis ne voulaient pas attaquer directement le potentiel soviétique. Ils ne voulaient pas d'une confrontation militaire directe avec l'Union soviétique. C'était vrai à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les États-Unis savent que si on entre dans une véritable confrontation militaire entre deux puissances nucléaires, on ne sait pas vraiment où cela peut mener, mais ça pourrait tourner à la catastrophe. Et c'est bien là l'essentiel. Le problème, c'est que l'Union européenne n'a pas trouvé sa voie. Je pense qu'au sein de la Commission européenne, surtout avec Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, il n'y a pas de véritable stratégie. Elles veulent simplement faire quelque chose contre la Russie. Point. Mais elles ne savent pas vraiment quoi. Et c'est là le vrai problème. Parce que du côté russe, eux, ils ont une stratégie. Je viens de vous montrer que Naryshkin disait que les tambours de la guerre se faisaient entendre. Eh bien, l'ambassadeur russe auprès de l'OSCE, Polyansky, que nous avons d'ailleurs reçu dans notre émission il y a environ une semaine, a fait des déclarations assez frappantes, disant qu'il est peut-être déjà trop tard, que la Russie pourrait frapper en Europe, pas seulement ici à Kiev. Depuis, il a répété, oui, c'est une information d'aujourd'hui en Russie, que le déploiement ou la production de drones occidentaux en Ukraine pourrait entraîner des frappes de représailles. Et je cite, « Le problème, c'est que notre patience et notre humanisme sont interprétés par les pays occidentaux comme une manifestation de faiblesse, et ils le font tout à fait à tort. » Plus tôt, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié une liste d'entreprises européennes liées à la production de drones pour l'Ukraine. Après cela, Polyansky a déclaré que la Russie avait le droit de considérer de tels sites comme des cibles militaires légitimes. Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a lui aussi fait une déclaration très ferme. Selon lui,
l'Occident a en réalité déclaré une guerre ouverte à la Russie. Donc on a Naryshkin qui parle des tambours de la guerre, Polyansky qui affirme que les cibles européennes sont légitimes, et Sergei Lavrov qui dit que l'Occident a déclaré une guerre ouverte à la Russie. Laissez-moi vous dire pourquoi, au-delà de l'évidence, cela m'interpelle. Je vais vous montrer la dernière fois que la Russie a essayé de prévenir l'Occident de quelque chose qui se préparait et que nous avons choisi d'ignorer. Voici l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en 2023, parlant d'un événement survenu en décembre 2021. Le président Poutine a déclaré à l'automne 2021 qu'il voulait que l'OTAN signe un projet de traité qu'il nous a effectivement envoyé. Ce traité devait garantir qu'il n'y aurait plus d'élargissement de l'OTAN. C'était, selon lui, la condition pour ne pas envahir l'Ukraine. Bien sûr, nous ne l'avons pas signé. Alors voilà, il disait clairement que les Russes affirmaient qu'il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, qu'il suffisait simplement de retirer l'OTAN de la table, qu'on pouvait ensuite travailler sur le reste. Et nous, on a dit non. On savait très bien ce que ça voulait dire. Et pourtant, voilà où on en est. Alors laissez-moi vous poser une question. Puisque vous êtes bien au courant de tout ça, avec toutes ces déclarations récentes, je parle de celles d'aujourd'hui même, de la Russie, est-ce que vous craignez qu'il passe réellement à l'action et que nous, en Occident, on choisisse encore une fois de ne pas en tenir compte? Eh bien, je pense que ce qui s'est passé en décembre 2021 est mal compris. Encore une fois, parce que c'est ainsi que les Russes ont perçu le début, le déclenchement de cette guerre. On peut débattre pour savoir si c'est juste ou non, mais c'est bien comme ça qu'ils l'ont compris. D'après ce qu'Alexei Arestovitch avait dit en 2019, ils ont compris que l'idée pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN visait à provoquer une confrontation avec la Russie. Donc, la Russie déclencherait une guerre contre l'Ukraine, puis elle serait sanctionnée, et ensuite, l'Occident pourrait obtenir une victoire contre la Russie. Et de cette victoire, l'Ukraine pourrait tirer le droit d'entrer dans l'OTAN. Et encore une fois, beaucoup de gens disent non, c'est pas ce que les Ukrainiens ont fait. Et je ne sais pas si les Ukrainiens ont fait ça ou pas. Mais ce qu'il est très important de comprendre, c'est que, qu'ils aient raison ou tort, c'est comme ça que les Russes l'ont perçu. Et la question de l'élargissement de l'OTAN, c'est un sujet pour les Russes depuis des décennies. Alors pourquoi ont-ils réagi seulement en décembre 2021? Parce qu'à ce moment-là, c'était à la mi-décembre, ils ont compris, selon eux, que l'Ukraine s'apprêtait à lancer une guerre pour pouvoir entrer dans l'OTAN. Encore une fois, c'était leur perception. Et pour, disons, court-circuiter les Ukrainiens, l'idée des Russes, c'était de demander aux Américains de dire aux Ukrainiens qu'ils ne feraient pas partie de l'OTAN, quoi qu'il arrive. Et c'est pour cette raison que le gouvernement russe a envoyé un projet de traité au secrétaire général de l'OTAN et au président des États-Unis, tous les deux. L'idée, c'était de dire, d'accord, si l'Ukraine veut attaquer ou déclencher une guerre juste pour pouvoir entrer dans l'OTAN, alors, si l'OTAN affirme clairement que ce ne sera pas le cas, ça découragerait les Ukrainiens de lancer leur offensive. C'est la logique derrière tout ça. Je pense même que Stoltenberg n'a pas compris. Encore une fois, je ne sais pas si les Russes avaient raison ou tort, mais ce n'est pas la question à ce stade. Le vrai problème, c'est la manière dont ils ont perçu la situation. Ils auraient pu faire ça bien plus tôt, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que les Ukrainiens préparaient une offensive contre le Donbass. Et la seule façon d'arrêter cette offensive, c'était de leur dire, si vous déclenchez une guerre,
vous ne serez pas membre de l'OTAN. Et en fait, si les gens avaient compris ça à ce moment-là, on aurait probablement pu éviter la guerre, que ce soit ou non l'intention des Ukrainiens. C'est pour ça, vous savez, que je suis sanctionné, parce qu'on m'accuse d'avoir dit que les Ukrainiens avaient déclenché la guerre pour provoquer les Russes, ou des choses de ce genre. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas ce que je fais, comme vous le voyez maintenant. J'essaie simplement d'expliquer comment les Russes ont perçu le problème et pourquoi, à la mi-décembre 2021, ils ont fait cette proposition à la fois au secrétaire général de l'OTAN et au président des États-Unis. Parce que selon eux, à ce moment-là, c'était une façon d'éviter la guerre. Et maintenant, alors, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus vraiment l'élargissement de l'OTAN en tant que tel. On est dans une autre situation. Et comme je l'ai déjà dit, le problème, ce n'est plus l'OTAN. D'ailleurs, je pense que les Américains ne veulent pas s'en servir. En réalité, même si beaucoup de commentateurs parlent de l'OTAN en Ukraine, de l'OTAN contre la Russie, et ainsi de suite, formellement, l'OTAN n'est pas engagée en Ukraine. Il y a eu certains éléments de l'OTAN, comme les AWACS par exemple, les E3 AWACS, qui ont été utilisés pour surveiller la situation au-dessus de l'Ukraine et ce genre de choses. Il est très important de préciser que l'OTAN, en tant qu'organisation, n'a pas été active en Ukraine. C'est pour cette raison que l'Ukraine a conclu autant d'accords bilatéraux de sécurité avec des pays membres de l'OTAN ou avec d'autres pays européens, parce que l'OTAN ne voulait pas intervenir en tant qu'organisation. Et bien sûr, il y a des pays comme la France, le Royaume-Uni et d'autres encore qui sont impliqués dans le conflit. Ce sont des pays de l'OTAN, mais ce n'est pas l'OTAN. Et peu importe ce que disent Mark Rutte, Jens Stoltenberg et les autres, ils peuvent dire beaucoup de choses, mais ils n'ont absolument aucun pouvoir. Et ça, c'est aussi très important à comprendre. Quand on compare l'Union européenne et l'OTAN, dans l'Union européenne, Ursula von der Leyen est présidente de la Commission européenne. Elle a un pouvoir exécutif. Elle peut décider. Mark Rutte ou Jens Stoltenberg, eux ne peuvent rien décider. Ils font juste des déclarations, point final. Les décisions, elles, sont prises avec tous les alliés et surtout avec les États-Unis. Et au bout du compte, ce sont les États-Unis qui ont le rôle de primus inter pares. Parce qu'ils ont la puissance nucléaire, c'est pour ça qu'ils peuvent décider. Mais Mark Rutte, lui, n'a absolument rien à dire. Rien. Zéro. Nada. Et c'est vraiment important de le comprendre. Il peut faire toutes les déclarations qu'il veut. Il ne peut pas prendre de décision. Mais pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, la perception qu'il est ou non réellement du pouvoir, la perception en Russie, d'après tout ce que je viens de vous montrer, c'est qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils avancent, peu importe qui est aux commandes. C'est bien ça. Alors la question c'est, est-ce que la Russie va agir cette fois comme elle l'a fait en 2022? Contre l'Union européenne. Et c'est là qu'il faut être précis, parce que depuis maintenant 4 ans, le discours de l'Union européenne est complètement belliqueux. On voit aussi cette idée de transformer l'Union européenne, qui était à l'origine une organisation économique et commerciale, en une organisation de défense. C'est une idée qui vient tout droit de l'esprit d'Ursula von der Leyen. Et c'est en réalité une catastrophe à la fois économique et politique pour l'Europe. Et cette idée d'une Europe engagée directement contre la Russie est bien sûr très fortement encouragée parce que Donald Rumsfeld appelait autrefois la Nouvelle Europe. Je veux dire, l'Europe de l'Est, ces pays qui ont rejoint l'Union juste après la guerre froide, comme les États baltes, la Pologne, la Roumanie et tous ces pays-là, qui dépendent financièrement de l'Europe. D'ailleurs, ce ne sont pas des contributeurs nets,
ce sont des bénéficiaires nets. Ce qui veut dire que l'Union européenne peut décider. Et c'est aussi pour ça que l'Union est si désireuse d'influencer certaines élections, comme en Roumanie et ailleurs, parce que les Européens veulent garder cet esprit de résistance face à la Russie. Et c'est là qu'est le danger dans cette partie orientale de l'Europe. On voit une sorte de dynamique qui se met en place et qui est extrêmement dangereuse. Et quand j'étais à l'OTAN, quand je parlais avec mes homologues, d'autres colonels de l'Alliance, surtout ceux de la vieille Europe, la France, l'Italie, l'Espagne et ainsi de suite. Surtout dans l'Europe dite ancienne, ces officiers étaient vraiment très critiques vis-à-vis de la nouvelle orientation que prenait l'OTAN. Parce que ces pays d'Europe de l'Est sont fortement soutenus par les États-Unis et qu'ils soutiennent eux aussi très fermement les États-Unis, y compris sur des dossiers comme l'Iran ou d'autres sujets du même genre, même quand on voit clairement que les États-Unis se trompent. Mais ces pays-là restent des alliés inconditionnels, quoi que fassent les Américains. Ce sont d'ailleurs eux qui ont été les premiers à soutenir les États-Unis en Irak, par exemple. Si on regarde le premier contingent déployé là-bas, en dehors des forces américaines, on trouvait des Lituaniens, des Ukrainiens et d'autres encore. Ce sont des partenaires solides. Et c'est bien là le problème. Ces pays sont idéologiquement très hostiles à la Russie. Ils ne défendent pas cette position pour des raisons financières. Ils ne sont pas payés pour ça. Et ils espèrent que si une guerre devait éclater en Europe contre la Russie, alors les États-Unis viendraient à leur secours. Mais qu'en est-il du côté russe? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça au final? Les Russes ne veulent pas faire la guerre. Soyons clairs là-dessus. J'ai entendu beaucoup de choses récemment, disant qu'il y avait des plans en Russie. Non, je peux le dire avec certitude, la Russie ne veut pas attaquer l'Europe. Mais ce qu'on peut avoir, et d'ailleurs, c'était déjà une discussion qu'on avait eue à la toute fin de la guerre froide, c'est que les Russes peuvent avoir ce qu'on appelle une doctrine de défense offensive. En gros, ça veut dire une forme de défense préventive. Et ça, c'est possible, parce qu'ils en ont la capacité. S'ils estiment qu'une situation devient une menace, ils peuvent se dire « Bon, on arrive au point où il faut agir, sinon on sera attaqué. » C'est là tout le danger de la situation. Et à la fin de la guerre froide, il y avait beaucoup de débats dans les cercles militaires soviétiques de l'époque sur cette question de la défense offensive ou de l'offensive défensive. Ils font même la différence entre les deux, ce qui est assez étrange. Mais bon, à ce moment-là, tout ce concept a commencé à émerger. Et on peut comprendre pourquoi. Mais moi, je ne suis pas seulement convaincu. Je suis certain que la Russie n'a absolument aucun intérêt à s'engager dans un conflit. Au tout début, elle voulait un conflit limité en Ukraine. Et souvenez-vous, si on a parlé d'une opération militaire spéciale, c'est parce qu'ils voulaient forcer l'Ukraine à entrer dans un processus de négociation. Et ils y sont parvenus. Ils y sont parvenus parce que, le 25 février, Zelensky a commencé à demander des négociations avec la Russie. Les Européens ont interrompu ce processus et Zelensky l'a relancé à la mi-mars, à peine quelques semaines plus tard. Et cela a conduit à l'accord d'Istanbul, qui a finalement échoué à cause des Britanniques, des Français et des Allemands. Les trois ont réussi à tout arrêter. À ce moment-là, l'idée des Russes, c'était de lancer une opération très rapide en direction de Kiev pour exercer une sorte de pression politique là-bas. Point final. Et ils ont atteint cet objectif. Quand Emmanuel Macron a demandé aux Russes de retirer leurs forces de Kiev, les Russes l'ont fait en espérant que l'accord d'Istanbul serait signé. Mais ensuite, les Européens ont dit « Très bien, vous retirez vos troupes, et nous, on jette l'accord à la poubelle et on reprend. » À partir de là, en réalité, c'est devenu une guerre. C'est à ce moment précis
quand les Russes ont compris qu'ils n'obtiendraient pas d'accord diplomatique, que tout a basculé. Parce qu'au fond, cette opération avait pour but de forcer les Ukrainiens à appliquer les accords de Minsk. C'est là que tout a commencé. D'accord, donc ça clairement, ça ne s'est pas produit. Alors maintenant, est-ce que vous suggérez que les Russes pourraient frapper jusque sur le territoire européen, avec là encore un objectif limité, celui de stopper le soutien à cette guerre? Non, ils vont simplement... Enfin, s'ils se sentent menacés, ils réagiront. Par exemple, s'il y a le moindre mouvement contre Kaliningrad, n'y comptez pas. Les Russes répondront avec une extrême fermeté à toute attaque contre Kaliningrad. Il n'y a pas de débat là-dessus, parce que ça fait partie de leur défense. Mais ils ne veulent pas entrer dans cette idée qu'on a en Europe en ce moment, selon laquelle la Russie voudrait attaquer. Pourquoi faire? Pourquoi? Quel serait l'objectif? Et c'est aussi là qu'on parle de guerre. On peut parler de la guerre en Iran, et de beaucoup d'autres guerres, d'ailleurs. Les Européens, quand ils font la guerre, ils la font simplement parce qu'ils pensent qu'ils vont la gagner. Mais quel est l'objectif déclaré au juste? Dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Non, vraiment. Et on le voit très clairement avec l'Iran, où évidemment, l'objectif changeait tous les jours, parce qu'en réalité, il n'y en avait pas. C'était juste détruire l'Iran, point. Et ici, c'est la même chose. Même quand on parle de ce que les Européens veulent faire pour l'Ukraine, comment voulez-vous obtenir une sorte de victoire ou vaincre la Russie ou tout ça? Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de stratégie pour y parvenir. C'est juste, laissons les Ukrainiens se battre. Point. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut atteindre. Les Russes ne sont absolument pas comme ça. Quand ils font quelque chose, il y a toujours un objectif derrière. Et ça vaut aussi pour toute cette soi-disant désinformation, la guerre de l'information, tout ça. Ne vous laissez pas tromper. Les Russes, tout ce qu'ils font, a un objectif clair. Pas un objectif vague, comme déstabiliser l'Europe ou nuire à nos démocraties, ou ce genre de choses. Ce ne sont pas des objectifs pour eux. Ils veulent des objectifs mesurables, concrets, matériels, physiques, ce genre de choses. Alors, quel serait l'objectif pour la Russie d'attaquer l'Europe aujourd'hui, ou dans 2 ans, ou en 2030? Quel serait l'objectif? D'après ce qu'a dit l'ambassadeur Polyansky dans notre émission, ces frappes limitées auraient pour but de les convaincre d'arrêter d'attaquer ou d'arrêter de soutenir les attaques contre la Russie, afin que la guerre puisse se terminer. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré chez nous. Honnêtement, je ne sais pas. Et encore une fois, il est sans doute mieux informé que moi. Mais je ne pense pas que la Russie prendrait le risque d'une guerre contre l'OTAN, y compris, peu probable, mais possible, contre les États-Unis. Juste pour dire aux Européens, ne continuez pas à soutenir la guerre. Je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. Ce n'est absolument pas l'état d'esprit des Russes. Mais ils peuvent agir autrement. Ils peuvent, par exemple, faire ce qu'ils n'ont pas encore fait, arrêter complètement de livrer tout matériau stratégique. Les États-Unis achètent encore de l'uranium à la Russie, par exemple. Et la Russie continue de livrer du pétrole à l'Europe d'ailleurs, ou du gaz. Ça s'arrêtera l'année prochaine. Mais la Russie pourrait arrêter tout ça avant même d'engager une opération militaire. Et probablement que cela aurait encore plus de poids qu'une opération militaire, qui risquerait ensuite de déclencher quelque chose de totalement imprévisible, surtout avec la direction actuelle que nous avons en Europe. Donc je dirais que si la Russie veut faire pression sur l'Europe pour qu'elle cesse ce soutien continu à l'Ukraine, eh bien, elle peut arrêter de livrer du pétrole, elle peut couper tous les minéraux stratégiques, et l'Europe serait asphyxiée en quelques jours. Il faut juste noter que l'Europe y pense déjà,
puisqu'elle a décidé d'arrêter complètement tout achat de pétrole ou de gaz russe l'année prochaine, en 2027. Ce n'est pas encore fait. Et maintenant, il y a des gens en Europe qui disent « Eh bien, on devrait peut-être reconsidérer ça et sans doute repousser la date limite. » Eh bien, ça c'est un levier que la Russie pourrait utiliser bien plus efficacement que de déclencher une guerre avec l'Europe. Elle n'a pas besoin de se créer de nouveaux ennemis. Je veux dire, elle a déjà des adversaires potentiels, politiques, mais elle n'a pas besoin d'en faire des ennemis militaires. Donc, je ne pense pas que la Russie attaquera l'Europe, sauf si elle est physiquement provoquée, par exemple une attaque contre Kaliningrad ou quelque chose de ce genre. Ça n'arrivera pas. Mais on pourrait voir d'autres actions, comme je l'ai expliqué. Par exemple, une réduction de l'approvisionnement en pétrole vers l'Europe. Eh bien, on verra bien. Bien sûr, tout le monde retient son souffle en attendant de voir ce qui va se passer à Kiev. On verra si ça peut aussi être un signe. En tout cas, on est toujours très reconnaissant que vous veniez partager vos analyses et votre expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Et juste pour vous prévenir, dans une vingtaine de minutes, on aura de nouveau le professeur John Mearsheimer avec nous. Il va nous donner les dernières infos sur ce qui semble être une nouvelle de dernière minute. Un accord de cessez-le-feu de 60 jours serait peut-être en préparation et il pourrait même être annoncé aujourd'hui. Il va nous dire si c'est crédible et si oui, ce que ça impliquerait. À 12h30 aujourd'hui, John Mearsheimer. On se retrouve alors dans le Daniel Davies Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous.